à ce webinaire du 23 octobre 2025 sur l'assurance de l'hôtellerie de plein air avec un panel d'experts de la prévention des risques climatiques relativement étendu et tous autant experts, on va dire, dans un quotidien de contentieux d'assurance, mais aussi dans un quotidien de prévention. Et donc, peut-être pour mettre en valeur, en fait, justement, ces deux aspects des préoccupations de la HPA, nous allons balayer d'une certaine façon l'étendue des situations qui sont présentées sur les risques climatiques grâce à la participation de Sylvain Duclet, donc qui est lui un vrai, si je puis dire, de l'après-risque, donc pour nous aider à bien planter le décor de ce qu'il faudrait éviter, on va dire, de provoquer. Hein. C'est un peu dans l'esprit que Howden, évidemment, essaye aussi d'accompagner les acteurs de la HPA. Donc, Howden sera représenté par Xavier Turgis, qui est directeur du secteur HPA, de Henri Elias, qui est du coup l'expert justement sur le risque paramétrique climatique. Et nous terminerons par un témoignage d'un vécu à travers Benoît Després, qui est gérant du Garlaban à Aubagne, dans le sud de la France, qui a eu à faire face à une situation de crise que connaît très bien aussi Xavier Turgis. Et du coup, c'est Xavier Turgis qui fera le retour de témoignage de Benoît Després. Donc, je vous propose d'introduire du coup le contexte et la difficulté auxquelles nous avons affaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, se projeter sur un camping et ses risques n'est pas toujours facile. Et c'est pour cette raison que nous avons lancé cette data visualisation des campings avec cette logique à la fois de tableau de bord et de compréhension en fait des risques climatiques. Donc ça permet en fait le numérique crée un véritable levier de connaissance et levier de compréhension et aussi du coup levier d'action. Donc, les risques climatiques sont au cœur de notre sujet de ce matin, mais c'est une des facettes. Il y a aussi, évidemment, dans un quotidien d'exploitation, tout ce qui a trait à l'eau, l'énergie, la biodiversité, la gestion des déchets. Donc c'est un sujet multiple, mais aujourd'hui, nous l'adressons évidemment sur la notion de risque. Donc, vous voyez ici les différents cas de figure, hein, si je puis dire, des simulations. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir, si je puis dire, une forme de représentation de la Fédération nationale de la HPA, puisque nous sommes fournisseurs de la Fédération de l'hôtellerie plein air. Et donc, les présentations que nous faisons sont aussi en regard des besoins de ses adhérents. Donc, chacun se reconnaîtra peut-être dans son risque, mais aujourd'hui, on a de la vulnérabilité côtière avec la submersion. On détaillera un cas de figure tout à l'heure qui a été expérimenté avec l'Union de la Bretagne, cette fois, de la HPA qui est on va dire, très investi sur ce sujet à travers son président, M. Goven, qui a beaucoup œuvré dans la négociation avec la préfecture, mais on en parlera un peu plus tard. L'évolution du trait de côte aussi. Et l'intérêt aussi, c'est de mettre en avant les risques inondations. Vous voyez un petit gif là qui bouge pendant que je parle, où on voit effectivement le risque inondation qui progresse. Donc l'intérêt, c'est de se rendre compte en fait visuellement de la nature du risque lorsqu'il se produit, pour l'éviter ou du moins faire acte de prévention pour que le risque assurantiel devienne du coup on va dire revu par les compagnies. Et c'est aussi le témoignage que Howden pourra apporter tout à l'heure.
Je passe rapidement sur le feu de végétation, mais il est aussi très important parce que en fait, beaucoup de campings sont concernés par cet aspect. On pourra en reparler aussi un peu plus tard. Retrait, gonflement d'argile, ça c'est très bâtimentaire, hein, mais ça peut aussi évidemment se présenter dans certains cas. En tout cas, l'enjeu, c'est vraiment de fiabiliser la gestion assurantielle des risques pour que cette prévention puisse véritablement prendre forme dans votre quotidien d'exploitation et que vous retrouviez toute l'attitude dans votre assurance-habilité, si je puis dire. Donc, pour resituer le contexte réglementaire, le département du Morbihan a été peut-être un des premiers départements à réévaluer les risques climatiques. Donc, un arrêté préfectoral a été pris en date du 16 avril de cette année. Donc, l'enjeu, c'est comment gérer justement et comment mieux anticiper au lieu de subir le risque, comment déclencher les solutions de prévention et surtout comment optimiser la sécurité. En tout cas, l'enjeu, c'est véritablement pérenniser le chiffre d'affaires aussi en garantissant la pérennité et aussi, si je puis dire, la sécurité des biens et des personnes. Donc, la carte que vous voyez à droite, c'est un peu la densité de tous les campings, de tous les sites d'hôtellerie de plein air français. Donc, vous voyez quand même, il y en a beaucoup. Je ne vais pas dévoiler les chiffres que Auden pourra commenter tout à l'heure, mais il y a quand même un certain nombre de cas de non-assurançabilité aujourd'hui. Donc, c'est très important d'appréhender que finalement, la cartographie des vulnérabilités peut rendre service et apporter cette sécurisation à chaque établissement. Donc, après cette en perspective, je laisse Xavier Turgis présenter du coup les réponses qu'ils ont apportées. Donc, Xavier, si vous m'entendez. Oui, Goël, je vous entends très bien. Donc, je vous remercie pour cette introduction et le sujet que vous avez évoqué, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les outils perfectionnés et très ciblés permettent effectivement de répondre d'une manière assez précise au sujet de zones inondables, d'aléas climatiques et effectivement d'obtenir et de pouvoir démontrer aux compagnies d'assurance que certains risques, même placés en zone climatique sensible, notamment sur les risques d'inondation et autres, peuvent faire l'objet de cartographie et d'outils très spécifiques qui permettent d'individualiser, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard. Voilà. Donc, nous, chez Oden, euh, nous faisons de l'hôtellerie de plein air depuis 25 ans. Alors, anciennement, notre cabinet qui a rejoint le groupe Oden, donc, que je dirigeais. Et en fait, sur les 25 dernières années, donc dans un premier temps, je voulais vous faire une présentation de l'évolution climatique sur les 20 dernières années. En fait, ce qu'on constate en France, mais pas qu'en France, mais particulièrement dans notre pays, c'est une recrudescence et une augmentation des phénomènes d'intensité et de fréquence des événements naturels qui sont principalement des inondations, des coulées de boue, des débordements de cours d'eau, des tempêtes, de la grêle. Alors, j'ai écrit le mot ouragan. Il ne s'agit pas d'ouragan, mais plutôt de tornade. Et en fait, sur les 20 dernières années, on recense trois périodes fortes, des événements en 2011, des événements en 2019 et des événements en 2022. Voilà. Ces évolutions climatiques ont bien évidemment un impact assez fort sur l'augmentation du nombre de sinistres, mais également sur l'intensité et les dommages très importants que peuvent engendrer ces phénomènes climatiques, mais j'y reviendrai dans un slide un peu plus loin. On a aussi un deuxième phénomène qu'on constate, c'est l'augmentation des feux de forêt liés à la sécheresse. Alors l'incendie, c'est une garantie, pour rappel, c'est un fait générateur qui peut provoquer la destruction totale de camping, à contrario des événements climatiques type débordement de cours d'eau et inondations qui peuvent être très importants, mais qui pour le coup n'engendrent pas forcément une destruction totale. Et ces feux de forêt sont essentiellement dus aujourd'hui à la sécheresse. Alors je reprendrai pour exemple les événements dramatiques qui ont eu lieu autour de la dune de Pilat en juillet 2022, hein, qui ont quand même détruit 5 campings complètement et qui sont aujourd'hui vraiment des sujets
nouveau et très important pour les compagnies d'assurance. On a aussi un phénomène d'érosion des côtes qui est dû à la montée du niveau des océans et recul du rivage. Et c'est un phénomène qui vient impacter certains campings qui sont situés en bordure de mer et qui peuvent être également non seulement se retrouver plus proches de l'eau et plus exposés à l'entrée d'eau sur les campings, mais qui aussi parfois sont des campings sur lesquels arrivent des cours d'eau qui viennent se juxtaposer avec les phénomènes de mer et qui entraînent des conséquences dramatiques pour les campings. Et puis, on a aussi un phénomène là qui existe surtout depuis 2-3 ans, c'est qu'on constate des phénomènes très violents sur des zones hyper concentrées. Donc, comme tout le monde peut le voir dans les différents journaux d'information, il y en a eu encore cette semaine. On a des phénomènes de tornades et d'événements climatiques très localisés qui peuvent venir entièrement détruire des sites sans pour autant être des phénomènes d'étendue d'une manière plus générale. Et puis, la troisième évolution qu'on constate, c'est malgré ces phénomènes climatiques et des pluies souvent abondantes, on a quand même un phénomène d'assèchement des sols qui font que ces assèchements de sol créent lors de pluies et d'événements climatiques forts, on se retrouve dans une situation où les sols n'arrivent plus à absorber les quantités d'eau et donc l'eau remonte beaucoup plus vite sur les campings et affecte de plus en plus souvent les installations des campings et particulièrement les mobil-homes. Voilà, donc on a essayé de recenser en quelques lignes ce qu'on constate au niveau phénomène climatique. Voilà, je veux bien le slide suivant. Voilà. Donc l'activité, alors tout ça, évidemment, on a des phénomènes climatiques, mais en dehors de ça, on a une évolution de l'activité hôtellerie de plein air depuis 25 ans qui est liée, alors ce qu'on constate d'une manière générale, c'est une urbanisation croissante sur des zones sensibles, notamment en zone inondable, et ça, c'est pas seulement lié au camping, c'est lié aux communes qui, depuis 30 ans, accordent des permis de construire sur des zones qui étaient auparavant inondables et pour lesquelles beaucoup de communes ont accordé des permis de construire. Alors, pas seulement des campings, ça peut être des usines, ça peut être des immeubles, etc. Et cet accroissement d'urbanisation est parfois en complet décalage avec les besoins que peuvent avoir les communes sur les réseaux d'eau et sur le dimensionnement des réseaux d'eau pour effectivement évacuer toutes ces eaux qui auparavant rentraient directement dans le sol et qui aujourd'hui viennent impacter le phénomène de montée d'eau. Voilà. Donc, pour rappel, alors toujours sur le slide d'avant, je ne sais pas pourquoi, voilà. Donc, un rappel, mais vous le savez tous, la France, c'est le deuxième pays au monde d'hôtellerie de plein air après les États-Unis. Donc, c'est une activité à la fois très importante en chiffre d'affaires, en nombre de salariés, pour le tourisme. Hein, c'est à peu près 6500 campings en France. 6500 campings qui, aujourd'hui, pour une partie, se retrouvent avec des gros problèmes d'assurance, notamment sur la partie dommages, puisque un certain nombre de campings aujourd'hui, alors c'est difficile de donner un nombre, mais ont des grosses difficultés, voire ne sont plus assurés en dommages. Voilà. Et ça, c'est aussi augmenté par le phénomène que les campings évoluent de plus en plus vers un système de village vacances, avec beaucoup de développement d'infrastructures extérieures, avec énormément de mobilité et de moins en moins d'emplacements nus, ce qui génère effectivement des infrastructures sur les campings qui sont de plus en plus importantes et dont les coûts de construction ou les coûts réels en cas de sinistre viennent par rapport à il y a 20 ans, effectivement, renchérir le coût des sinistres, puisque aujourd'hui, voilà, les terrains de camping, ils ont souvent des espaces aquatiques, des piscines, des mini-golf, beaucoup de mobil-homes, des acrobranches et autres. Et en fait, il y a un vrai sujet sur en fait la réalité des capitaux aujourd'hui, de ce qu'un assureur doit assurer, de l'exposition en cas de sinistre par rapport à ce que ça pouvait être il y a 20 ans, 25 ans, où quand les phénomènes climatiques se produisaient essentiellement entre le mois de novembre et le mois de mars, les campings étaient en vide de touristes et sans mobil-home ou infrastructure de cette taille, en fait, on avait déjà des phénomènes climatiques, mais qui n'entraînaient pas forcément les mêmes conséquences pour les exploitants de camping et
par conséquence pour les assureurs. Voilà. Je veux Je bien le passe. slide d'après. Voilà. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, le but, c'est de vous faire un point sur la situation assurantielle et l'état du marché au niveau des compagnies d'assurance, parce que effectivement, c'est une activité qui est un interdit de souscription aujourd'hui dans la plupart des compagnies d'assurance françaises. Beaucoup d'assureurs ont résilié leur portefeuille ou fortement majoré et ça continue. Donc aujourd'hui, il y a une problématique chez les assureurs qui s'appelle la problématique des zones hotspot, c'est-à-dire par des outils cartographiques et topographiques, les compagnies d'assurance ont décidé que ces classements en zone hotspot, qui sont en fait une conjugaison de crues décennales ou de crues centenaires par des outils de topographie, font que ces sites, à leurs yeux, deviennent inassurables puisque trop exposés aux événements climatiques. Ça a eu pour conséquence, je viens d'en parler, un retrait important de tous les acteurs sur la branche, les acteurs assureurs, hein, donc on ne va pas les nommer, mais sur les 20 dernières années, beaucoup d'assureurs se sont retirés, ont décidé de résilier leur portefeuille. Donc, on est sur un phénomène de concentration de compagnies d'assurance avec un choix qui est extrêmement limité et des engagements qui sont pour les assureurs qui restent sur la branche qui sont très importants. Ensuite, il y a également une notion d'aléa. Alors, juste pour rappel, pour une compagnie d'assurance, la notion d'aléa, c'est évidemment le point clé pour pouvoir décider d'accompagner les acteurs de la plein air en assurance et certaines zones d'implantation des campings sont aux yeux des assureurs aujourd'hui, il n'existe plus d'aléas. Ça veut dire pour eux qu'ils sont certains que des sinistres vont se produire de manière conséquente et régulièrement et deviennent à leurs yeux non assurables. Voilà, c'est un vrai Ouais. sujet. Voilà. Le quatrième et cinquième point, c'est que, je viens d'en parler, comme on a peu d'acteurs sur le marché, en fait, les assureurs encore présents se retrouvent sur certaines zones géographiques avec des cumuls de garanties et de capitaux à assurer qui sont énormes. En France, on a des zones touristiques où il y a beaucoup de concentration de camping. Pour faire clair, on a peu d'assureurs. Comme on a peu d'assureurs, ils se retrouvent avec des cumuls de garanties sur certaines zones qui font que c'est hors traité d'assurance ou de réassurance. Et donc, j'en viens sur le sujet de la réassurance. Pourquoi les assureurs aujourd'hui souvent refusent d'accompagner sur une zone géographique des nouveaux campings parce que derrière, ils ont des problèmes de réassurance. Les réassureurs ne veulent pas les suivre, ou alors à des prix et des coûts qui sont tellement élevés que pour la compagnie d'assurance qu'assure, ça a un impact important sur leur contrat d'assurance. Et évidemment, les assureurs ne sont pas toujours forcément réassurés sur certaines branches d'activité, mais sur l'hôtellerie de plein air, évidemment, ils cherchent à se réassurer puisqu'ils veulent couvrir en amont, recouvrir leurs risques en amont qu'ils assurent en première ligne. Voilà. Alors, Gaël, je veux bien le slide d'après. Donc, par rapport à tout ce contexte, nous, en tant que courtier, nous essayons et nous tentons depuis plusieurs années d'apporter au camping et de démontrer aux compagnies d'assurance qu'il y a des moyens, malgré tout, de continuer à assurer les campings en zone sensible, notamment parce que vient de développer Gwenaël il y a quelques minutes sur la personnalisation des zones sensibles au moyen d'outils performants. Je fais très schématique. Quand on donne un site à une compagnie d'assurance, il prend un point GPS, il regarde le point GPS et il dit sur cette zone, j'ai une partie en zone inondable, je ne veux pas y aller. Voilà. La performance de ces outils permet d'individualiser l'approche technique en disant oui, j'ai ce camping en zone inondable, mais pour le coup, on a une zone inondable qui est sur le bas du camping ou sur un endroit où je n'ai pas d'infrastructure, où je n'ai pas forcément de mobil-home. Et du coup, la pertinence de ces outils, c'est d'arriver à personnaliser l'approche avec les compagnies pour leur démontrer que même si on est partiellement ou sur une partie du camping en zone inondable, pour autant, le camping est assurable sur la partie des infrastructures. Ensuite, ce qu'on fait beaucoup de camping et ce que continue à faire beaucoup de camping, c'est des travaux d'endiguement, des travaux de redimensionnement des réseaux d'évacuation pour lutter contre ces phénomènes de montée d'eau. La sécurisation des sites en période hivernale, ça peut être remonter la hauteur des mobil-homes, isoler les parties, les engins, les golfettes, le matériel dans des bâtiments en surélevant en hauteur.
Donc ça, c'est des moyens aujourd'hui que certains campings mettent en place. Et ensuite, il y a un gros travail qui est fait aujourd'hui par beaucoup de communes qui consiste à entamer des travaux gigantesques dans certaines communes qui leur coûtent très très cher pour redimensionner les réseaux d'eau, pour faire des réseaux d'eau souterrains qui permettent d'évacuer l'eau plus facilement avec des plus gros débits. Donc beaucoup de communes aujourd'hui font l'effort d'investir dans ce sujet-là pour éviter de nouvelles inondations. Et ensuite, la solution qui existe pour les intervenants, pour les acteurs de l'hôtellerie de plein air, c'est en fait d'arriver à un moment à pratiquer ce qu'on appelle de l'auto-assurance. Alors l'auto-assurance, c'est quoi? C'est soit mettre des grosses franchises annuelles sur les risques de base, c'est-à-dire incendie, événements annexes, tempête, grêle, neige, tout en conservant des franchises normales sur les garanties annexes, dégâts des eaux, vol, bris de glace, vandalisme, dommages électriques, ou par le système de ce qu'on appelle de franchise aggregate. C'est des choses qu'on voit beaucoup en flotte auto, c'est-à-dire de concevoir des contrats dans lesquels on va définir avec la compagnie d'assurance un montant annuel d'atteinte de sinistre sous lequel on ne déclenchera pas de garantie, c'est-à-dire que le camping reste son propre assureur jusqu'à ce montant. Et une fois qu'on épuise ce montant d'aggregate ou de stop loss, on commence à indemniser le camping moyennant des franchises différentes du stop loss. Voilà, c'est des solutions aujourd'hui que nous on sait faire, qu'on a déjà mis en place dans des groupes et qui fonctionnent très bien. Ça permet aux exploitants de camping de réduire leur budget et ça permet aux assureurs de continuer à les accompagner pour éviter de payer des sinistres sur des montants. Voilà. La problématique de ça, c'est qu'il faut avoir suffisamment financièrement les reins solides pour les exploitants pour supporter des stop-loss ou des agrégates. Voilà. Et ensuite, nous étudions aussi, et nous le faisons chez Oden, mais Henri en parlera dans quelques minutes, des solutions paramétriques et climatiques qui sont très innovantes, qui sont déconnectées des contrats d'assurance qu'on trouve sur le marché. Mais je laisserai après Henri vous exposer en quoi ça consiste, comment ça fonctionne et ce que nous sommes aujourd'hui capables de vous apporter sur ces sujets-là. Voilà. Alors, je Donc, crois. Sylvain Duclet, du coup, je vous propose de prendre la parole dès à présent. Vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Alors, je ne sais pas si Bienvenue. vous m'entendez bien, parce que j'ai l'impression que je n'ai pas une connexion extraordinaire, mais bon. Eh bien, écoutez, c'est parfait, on vous entend. Donc, voilà. Voilà. S'il y a C'est à besoin, je vous couperai maintenant. la caméra. Voilà, je vous remercie. Je vous en prie. Donc, très rapidement, donc, Sylvain Duclet, donc, je suis expert chez Polyexpert. Et donc, j'ai l'habitude d'intervenir effectivement en partenariat avec Odon pour les sinistres sur les campings en particulier. Donc, je voulais attirer l'attention des intervenants en fait sur effectivement donc quand le sinistre arrive, c'est là qu'on s'aperçoit, qu'on découvre souvent son contrat d'assurance et les garanties et qu'on le met en application. La spécificité des campings, c'est que quand on a un sinistre en général, c'est un sinistre qui touche une grande partie de l'exploitation, voire toute l'exploitation, et que pour redémarrer, on a un besoin de réapprovisionner beaucoup des mobil-homes, des infrastructures, et souvent, le camping n'est pas le seul dans cette situation, puisque c'est souvent des événements de grande ampleur, donc des inondations, des incendies qui touchent plusieurs établissements dans une même région. Et donc, on est confronté à des difficultés de réapprovisionnement sur les mobil-homes en particulier, puisque sur une inondation dans une région, on va se retrouver à devoir recommander 1000 mobil-homes d'un coup, parce qu'il y a plusieurs campings qui sont touchés, et donc ça pose des problèmes de réapprovisionnement. Les autres difficultés que l'on rencontre sont des difficultés administratives, puisque une fois qu'il y a eu l'événement qui est intervenu, les communes, les préfets ont du mal à donner les autorisations, ou les redonnent de réouvrir, je veux dire, ou les redonnent sous condition de faire des aménagements complémentaires et potentiellement coûteux et qui ne sont pas forcément compris dans les polices d'assurance. Donc ces considérations sont aussi à prendre en compte quand on a un sinistre. Donc là, c'est la nécessité, en fait, sur les couvertures d'assurance, de considérer des garanties sur 24 mois
plus que sur 12 mois parce que souvent, c'est 2 saisons qui sont impactées et pas qu'une seule. Le piège des garanties 18 mois également, c'est que en fonction de la date du sinistre, un coup, on va être couvert sur 2 saisons et la fois d'après, on va être couvert que sur une saison parce que ça dépend en fait, les 18 mois ne vont couvrir aléatoirement qu'une ou 2 saisons dépendamment de la date de survenance du sinistre. Les spécificités également des polices de camping, c'est qu'elles doivent prendre en compte les aménagements extérieurs, puisque souvent, ce que fait l'importance du sinistre, c'est les extérieurs. Donc, les extérieurs, ça comprend tous les réseaux d'eau, les réseaux électriques, les réseaux Internet, qui prennent de plus en plus de place, comme le disait Xavier tout à l'heure. On a une nécessité de bien appréhender le coût de ces ouvrages en amont lorsque l'on souscrit la police d'assurance, puisque par essence, les contrats d'assurance en général sont plutôt calibrés pour des bâtiments. Et c'est que quand on rentre dans l'activité camping qu'on a ces spécificités d'infrastructures extérieures qui peuvent être les infrastructures de loisirs, les piscines, les ouvrages, le génie civil, il y a des ponts, des choses comme ça, des plateformes de sécurité de personnes qui sont là de plus en plus souvent en cas d'inondation. Et donc ces équipements-là, il faut les prendre en compte dans la valorisation des capitaux en amont pour éviter les mauvaises surprises. On a également souvent ce qui est sous-estimé, c'est tout ce qui est espace vert, puisque ce sont des biens qui sont sensibles, qui sont coûteux, puisque refaire des espaces verts, ça monte vite. Et donc, souvent, les capitaux sont des points sensibles qui n'ont pas forcément été bien anticipés en amont. Ces risques-là, comme le disaient les intervenants précédents, effectivement, ils sont souvent connus. Donc, il y a toujours la notion d'aléa qui peut être mise sur la table. Il y a aujourd'hui en France beaucoup d'outils qui ne sont pas nouveaux, qui sont anciens, qui sont les plans de prévention des risques, donc les PPRI et les PPRIF, donc pour les feux de forêt. Et donc, ces documents donnent beaucoup d'informations. Ils ne sont malheureusement pas toujours à jour puisque les situations évoluent. Comme le disait Xavier, on a de plus en plus de construction, d'urbanisation. Et souvent, ces PPRI sont obsolètes, le mot est peut-être un peu fort, mais sont souvent un peu dépassés. Parce que entre-temps, entre le moment de la création de ce PPRI et puis le sinistre, il y a eu de l'urbanisation complémentaire. Et c'est ça, des fois, qui permet d'aboutir à des scénarios qui n'avaient pas été forcément complètement anticipés. Ok, merci. Voilà. Merci beaucoup pour ce retour concret. Effectivement, cette notion de période de durée est très importante. Je pense que c'est un point qui n'avait pas encore été soulevé. Merci pour cette mise en avant d'une décision quand même qui est très importante dans la négociation des contrats d'assurance. En tout cas, maintenant, je propose de faire le flash, on va dire, Morbihan, puisque l'Union Bretagne de l'hôtellerie de Penner a enclenché il y a plus d'1 an une négociation avec la préfecture pour du coup préparer la parution de cet arrêté préfectoral. Et donc c'est M. Goven qui avait été aux manettes de cette négociation à travers son propre exemple qui se situe à Locmariaquer. Et donc, il a repris, je pense, finalement, tous les ingrédients que vous avez évoqués, Xavier et Sylvain, à l'instant, pour que, justement, chaque établissement puisse se préparer à pérenniser son activité en conscience, on va dire ça comme ça, hein, c'est-à-dire de savoir quelles sont ses marges de manœuvre et comment résoudre en fait les problématiques que la préfecture lui oppose. Et la solution qui a été évoquée,
à l'époque et qui s'est confirmé ensuite, c'était que du coup les cartographies de vulnérabilité détaillées comme je vous l'ai montré en introduction soient annexées au dossier de sécurité, parce que chaque établissement doit donner un dossier de sécurité à la préfecture et à la mairie. Et donc la cartographie détaillée à l'échelle de l'emplacement, puisqu'il s'agit bien de voir ce que ça donne en vrai, hein, comme vous le voyez ici, avec les risques de submersion ici qui sont simulés sur une centennale, plus 20 et plus 60 cm. Alors sans rentrer dans les détails, parce que Monsieur Goven n'est pas là pour en témoigner, mais je vous renvoie à un webinaire où il intervenait à ce propos. Donc, vous trouverez sur notre site internet où il détaillait bien effectivement son retour d'expérience à propos de ça, puisque nous avons pu aider aussi à cette négociation parce que, si je puis dire, la préfecture raisonnait donc risque majeur, c'est-à-dire Cynthia, avec une observation qui n'était pas tout à fait confirmée. Et donc, en fait, nous avons, on va dire, objectivé les choses et ce qui a permis, en fait, évidemment, d'avoir une réponse peut-être plus réaliste sur cette submersion marine potentielle et de lui permettre, en fait, de redevenir aussi sur des choix d'assurance très intéressants. Et donc, dans les précautions qui ont été évoquées, ça a été aussi la négociation de la matérialisation d'un chemin d'évacuation d'urgence. Donc voilà, on parle d'endiguement, on parle de prévention sur un certain nombre de solutions à mettre en place. Donc chaque camping, évidemment, a ses solutions par rapport à ses implantations. Donc en tout cas, dans ce cas ici, sur le front de mer, donc l'évacuation a été identifié sur une parcelle du coup qui n'était pas touchée. Donc, c'est la seule façon de le caractériser de façon très précise. Et comme vous l'avez compris, peut-être je repasse dessus. Donc, il était prévu une extension et donc ça a permis de réfléchir aussi à une nouvelle implantation de l'établissement, une réorganisation aussi des mobil-homes pour que justement ils soient exclus de la zone de risque. Donc, tout ça crée en fait de bonnes conditions pour se faire réassurer, ça c'est clair. Donc voilà, donc à travers un exemple très probant et aussi très constructif avec les services de la préfecture, comme l'expliquait Sylvain Duclet tout à l'heure, c'est très important aussi d'avoir les bonnes relations. C'était aussi une façon de montrer aussi que la profession s'armait devant cet aspect de préparation à la gestion du risque et de telle façon à ce que du coup les campings fassent face aux défis environnementaux de façon positive. Et donc là maintenant je laisse la parole à Henri Elias pour que justement ce côté positif et objectiver le côté assurantiel puisse voilà, prendre forme. Je laisse Henri poursuivre cette présentation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Henri Elias, je suis le directeur national chez Odon pour tout ce qui est climatique. L'idée, c'est de vous donner peut-être deux aspects de couverture complémentaires auxquels vous n'avez peut-être pas idée. Alors tout d'abord, je couvre tout ce qui est dit météosensibilité. La météosensibilité, c'est quoi? C'est toute activité qui pourrait subir une baisse de chiffre d'affaires du fait d'un phénomène météo quel qu'il soit. Et du coup, retenez bien que dans le monde, 70% des entreprises sont météosensibles. Je vais prendre deux exemples très simples. Le premier, si jamais vous allez au ski, pas de neige, pas de ski, pas de bras, pas de chocolat, tout le monde connaît la formule. Ça marche également, évidemment, pour les campings, où là, vous êtes très sensible, je dirais, à deux égards. La première sensibilité, c'est par exemple une montée des eaux. Xavier, vous le présentez tout à l'heure en disant que certains risques étaient difficilement couvrables ou alors avec des solutions alternatives de plus en plus spécifiques. Les assureurs étaient de plus en plus également méfiants, voire frileux, pourquoi pas le dire. Heureusement qu'on a quelques bons partenaires. Et le paramétrique permet, avec juste un paramètre de niveau d'eau, de couvrir dès que le niveau d'eau monte
à partir de tel ou tel niveau, et vous savez que la rivière qui est en contrebas de votre camping, si jamais elle monte au-dessus de 1,10 m, eh bien on a les pieds dans l'eau sur les installations, mais les bungalows, voire les emplacements sont encore préservés. Si on monte à 1,80 m, vous avez 20%. Et bien donc, vous voyez, juste avec cette grille que l'on définit ensemble, 20%, 30% de bâtiments abîmés, etc., eh bien, on peut monter une police d'assurance en prenant un capital que l'on définit librement, et l'indemnisation se fait exclusivement à l'atteinte de ce paramètre, sans qu'il y ait d'expertise, sans qu'il y ait de constatation de dommages, puisque la grille est préfaite. Et aujourd'hui, on a déjà des dizaines de milliers de contrats paramétriques au travers l'Europe. Donc, ça couvre des tas d'activités, pas uniquement les campings, bien évidemment. Et puis, il y a un deuxième aspect sur les garanties paramétriques qui peut peut-être vous intéresser. Si jamais on a un été relativement pluvieux à certains endroits, alors à part ceux qui aiment, je dis pluvieux, mais ça pourrait être pour le soleil, avec des températures totalement excessives, et du coup, les gens peuvent à un moment donné peut-être ou raccourcir leur séjour pour leur clientèle de passage, voire faire 200, 300 km plus au sud pour aller chercher du soleil. Et donc, vous voyez que vous êtes très fortement météo sensible. Il existe également, donc je couvre aujourd'hui des chaînes d'hôtels dans ce cadre, qui sont exactement sujets aux mêmes problématiques que vous. Et donc, le taux de remplissage en fonction d'un paramètre d'ensoleillement, de température, de pluviométrie peut être couvert. Donc, pour tous les établissements qui sont sensibles à ce genre de choses, et véritablement il y en a, nous avons des solutions aujourd'hui que l'on peut monter, que l'on peut travailler ensemble. Gwenaël, si vous pouvez passer à la deuxième. Voilà. Vous voyez, un manque d'ensoleillement, vous le couvrez comme ça, donc c'est toute perte de chiffre d'affaires suite à un manque d'ensoleillement, suite à une pluviométrie, suite à des températures excessives. Comme on a pu le remarquer, on a quelques établissements, je regarde dans le sud de l'Europe, et les températures à 45 font que des gens limitent leur séjour, le réduisent. Et vous voyez, du coup, ça devient véritablement impactant à plein de niveaux. Donc tout ça, c'est ce que l'on peut faire par des solutions paramétriques. C'est très simple. Il n'y a pas de franchise. Les montants sont définis à l'avance. Vous n'avez même pas besoin de moi pour savoir combien vous allez toucher. Si jamais on est parti sur un niveau d'eau, on dit que la garantie démarre à partir d'1,50 m. Vous avez eu 1,65 m. Il suffit de prendre sa grille. Et 1,65 m, je touche X dizaines, centaines de milliers d'euros en fonction de ce qui a été défini en amont. Donc c'est relativement simple à comprendre. C'est je ne veux pas dire compliqué, il faut être, quand on monte le dossier, il faut simplement que ça soit bien corrélé, mais c'est fait justement pour tous les risques qui sont véritablement météo sensibles. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement sur ce genre de choses. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est une notion qui apparaît peut-être récemment dans les conversations. En tout cas, merci pour ce retour d'expérience parce que je pense que c'est aussi très concret. Et pour peut-être voilà, terminer cette présentation, Xavier, vous vouliez, puisque je crois que Benoît Després a eu un problème de disponibilité finalement ce matin, de faire un retour sur un client qui a du coup fait des vrais choix. Gwenaël. Si vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé. Benoît Després, voilà, a eu un empêchement, il ne peut pas être connecté ce matin à la réunion, mais donc il m'a chargé de vous faire une présentation très rapide. Je vais la faire vraiment en 5 minutes. Et l'objet, pourquoi on avait choisi ce client-là et pourquoi on voulait le présenter aujourd'hui. Donc je vais le faire vraiment en 5 minutes. On est typiquement, le camping Garlaban, c'est un camping qui rachète il y a 10 ans, qui est à l'abandon, qui est squatté, qui est à la fois en zone de feu de forêt et sur lequel on peut voir sur le plan du camping, sur le bas du camping, un cours d'eau qui passe. Et il y a 10 ans, en fait, ils rachètent ça par connaissance. Nous, on connaissait le propriétaire du foncier, mais le camping n'était plus exploité. Il vient nous voir, il dit voilà, je redémarre une activité, il faut que je m'assure, mais j'ai plein de problématiques. Et donc, pendant 10 ans, on a fait un chemin avec lui
Aujourd'hui, c'est un camping qui est labellisé Écolabel responsable, hein. C'est un des premiers campings en région PACA à être labellisé. Le camping, aujourd'hui, il a construit son business model. Alors, c'est plus facile quand on part de rien que quand on a de l'existant. Parce que quand on a un existant, c'est pas toujours facile de faire les modifications, mais pour faire très très simple, c'est un camping écologique qui est très axé sur le traitement des déchets, 100% de l'énergie due à l'énergie. Donc on est vraiment sur quelque chose de voilà. Et aujourd'hui, il a construit son camping. Donc il y a énormément de travaux d'entretien, de débroussaillage, d'élagage qui ont été faits. Il y a également énormément d'aménagements qui ont été faits sur les voiries, les réseaux d'eau, l'aménagement des parcelles de mobil-home, pour que en fait, ils rendent un camping à la fois très écologique, mais très accessible et surtout présentable aux compagnies d'assurance. Donc, je fais un aparté rapide sur le cours d'eau qui passe en bas du camping. Là, on est typiquement dans ce que Gwenaël expliquait et Sylvain tout à l'heure. On voit le cheminement Voilà, du du cours d'eau. ruisseau, là, hein, c'est ça, Alors, hein. typiquement, pour vous expliquer, il y a 7 ans, ça faisait 3 ans qu'ils étaient assurés, on a un assureur qui nous dit on était en train de revoir nos cartes topographiques, le truc, camping du Gard là-bas, on n'en veut plus, il y a un cours d'eau qui passe en bas du camping, et donc zone dangereuse. Voilà. Et donc, on a fait ce travail. Alors là, on a fait passer un ingénieur prévention de la compagnie, etc., pour démontrer à l'assureur qu'en fait, ce cours d'eau, il est en dévers en bas du camping, qu'il n'y a pas de crues centenaires décennales qui peuvent toucher, que sur cette partie d'aménagement de camping, même s'il avait le droit de faire les agements, il n'en fera pas. Et donc, on a réussi à convaincre l'assureur de dire, bah voilà, on fait un focus sur la situation réelle du camping. Donc voilà, pour vous dire aujourd'hui, typiquement, c'est un camping qui est parti de zéro de chiffre d'affaires, qui fait à peu près 1 400 000 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, qui est très tourné vers l'écologie, la prévention des risques, le confort des clients, le traitement des déchets et autres. Et malgré 2 résiliations de compagnie d'assurance, une la première fois pour la partie feu de forêt et 2 pour la partie zone inondable. Aujourd'hui, c'est un camping, il n'y a pas de secret, qui est assuré chez Generali depuis au moins 5-6 ans, sur lequel on n'a pas de sinistre, qui est extrêmement bien géré, et on a réussi à faire avec eux, à démontrer aux compagnies, en faisant beaucoup de travaux de prévention, d'élagage, comme je disais, on a réussi à en faire un site qui aujourd'hui est très facilement assurable. Et en fait, l'idée, voilà, c'est de pouvoir travailler quand il y a des problématiques sur des campings de manière très personnelle, et en accompagnement, en prévention, voilà, pour que le camping devienne assurable. Voilà, donc c'est un bel exemple de ce qui est possible de faire aujourd'hui en hôtellerie de plein air, quand bien même le sujet était très compliqué au départ quand ils ont repris ce camping, parce que pour tout vous dire, ils n'arrivaient pas à s'assurer, ils sont restés 1 an sans être assurés, mais on a fini par trouver des solutions. Voilà. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup pour ce retour très concret de situations du coup compliquées qui se simplifient par le fait aussi de prendre conscience des choses et de vouloir les résoudre. Je pense qu'il y a aussi un peu de ça dans cette réalité du quotidien des exploitants. Et un autre aspect aussi, une autre occasion qui s'est montrée, qui s'est récente, nous concernant, c'est qu'on a été contacté par des prestataires qui font la transaction achat-revente d'établissements de camping. Et donc, effectivement, la première question que pose l'acheteur, c'est est-ce que c'est assurable? Donc, du coup, on peut être aussi saisi dans ce genre de situation. Donc, c'est à la fois l'exploitant voilà, qui pose la question, comme dans le cas de Guerlaban, mais c'est aussi le cas d'autres intermédiaires qui cherchent aussi à favoriser une cession ou une transmission. Et du coup, les études préalables, si je puis dire, avec la cartographie en ligne, permettent de résoudre en fait bien souvent des quiproquos ou du coup d'aborder aussi clairement le sujet de l'assurantiel et de déclencher, si je puis dire, les bonnes actions qui permettent de faire une session dans de bonnes conditions. En tout cas, maintenant, place à vos questions. Et nous avons un modérateur qui est Christophe, qui du coup voit sans doute vos interrogations. Moi, j'ai peut-être une première question en fait pour Xavier. C'est finalement aujourd'hui, si on reprend les chiffres, il y a beaucoup de campings qui ne sont plus assurés. Donc, est-ce qu'il y a une politique de la fédération des courtiers ou des compagnies pour communiquer autour de ces gens-là, pour leur redonner confiance
parce qu'aujourd'hui, voilà, ça a créé quand même, je pense, une information qui n'est pas forcément facile à recevoir. C'est un peu violent quand même comme attitude. Donc, quelles sont les façons de faire aujourd'hui par la profession pour éviter ça? Est-ce que notre réponse apporte cette clarté pour renégocier? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette situation? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr, Gwenaël, je peux vous en parler. Donc, pour illustrer votre propos, alors, on n'a pas évoqué effectivement, mais il faut l'évoquer. Quand on a un camping qui est situé 100% en zone inondable, classé hotspot par un assureur, pour autant, le travail n'est pas si simple. Parce que même si on démontre avec des outils de cartographie, de topographie très précis que certaines zones sont dangereuses ou pas, quand la totalité du camping est en zone hotspot, c'est un vrai sujet. Et c'est là où les assureurs se sont surtout désengagés. Aujourd'hui, en France, c'est toujours très difficile de fédérer une branche d'activité et d'aller convaincre des assureurs qui ne veulent pas d'une activité qu'au final, sur un nombre important, c'est possible. Et pourtant, c'est bien l'objet et l'enjeu. Donc, pour répondre à votre question, en fait, aujourd'hui, la vraie solution, c'est de pouvoir démontrer aux compagnies d'assurance que par la personnalisation de cet outil, on peut reprendre une étude qui permet d'être beaucoup plus affiné dans son approche, voire à créer des zones où on va dire cette partie-là, si elle n'est pas assurable en dommages, mais voilà, il faut vraiment personnaliser. Ensuite, la deuxième approche, eh bien, c'est de convaincre l'assureur, parce que c'est une relation tripartite, l'assureur, le courtier et l'exploitant, qu'au final, ils vont devoir, sur certains risques, certains événements, assumer des franchises importantes. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième travail. Et effectivement, aujourd'hui, nous, on cherche on va dire, à créer une synergie entre tous ces campings qui ont un problème d'assurance. Mais là, il y a un sujet, effectivement, c'est que nous, on évalue à peu près entre 12 et 15% le nombre de campings qui seraient plus assurés en dommages, mais c'est des chiffres, alors peut-être que la fédération a plus de chiffres là-dessus, c'est des chiffres qui sont compliqués à avoir, parce que quand on n'est plus assuré, on ne crie pas sur les toits, et il y a un vrai sujet de communication là-dessus, de travail de prévention en amont pour dire ensemble on peut réussir, mais voilà, il y a un vrai sujet de structuration là-dessus qui n'est pas très avancé aujourd'hui, pour rien vous cacher. Voilà. Ok, donc ça veut dire que plus on communiquera sur cette, on va dire, cette prise de conscience et de ne pas avoir peur finalement de regarder ça de façon très, très détendue, puisque de toute manière, il y a des solutions. Et donc, aujourd'hui, la fédération soutient ce genre aussi d'initiative. Donc, je pense que c'est aussi important pour les adhérents de savoir que la fédération, voilà, du coup, a choisi aussi d'agir pour l'intérêt de chaque adhérent en privilégiant justement ce type de réponse et que le numérique peut aider à simplifier les choses. En tout cas, euh, évidemment, ça passe par un petit effort financier mais qui est très raisonnable puisqu'il a été aussi négocié au niveau de la fédération pour les adhérents. Mais cette petite dépense de départ permet tellement d'avoir les idées claires et de se prémunir pour de bonnes négociations aussi avec les compagnies d'assurance. Donc c'est très encourageant et c'est très vertueux aussi. Et on voit l'expérience que vous avez pu retraduire avec Garlaban, c'est de voir que finalement il en a tiré avantage. C'est-à-dire qu'il a transformé une situation anxiogène en une situation plutôt positive en ayant même un label. Donc ça, c'est une belle victoire, si je puis dire, sur un risque quand même avéré. Donc, est-ce que Christophe, je peux te poser la question sur le retour des questions qui sont apparues dans ta sollicitation? Oui, donc pour le moment, je n'ai pas de questions à Bon, avoir été posées dans la conversation.
Ok. La présentation a probablement été très claire. Ok, bah, écoutez, c'est Il nous super. reste peut-être quelques minutes si vous avez un Greg, vous voulez poser une question avant qu'on clôture. Très bien. Merci pour ça. Est-ce que Sylvain Duclet, vous êtes toujours en ligne? Non, peut-être pas. On a cru comprendre qu'il y avait un gros sinistre en cours et qu'il était, on va dire, sur un sujet brûlant. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Vous avez été très nombreux, presque 60 personnes à être connectées ce matin. Donc, c'est un beau succès de présence, en tout cas, à cette mini-conférence sur la HPA et la prévention du risque climatique. En tout cas, merci à tous pour votre aussi fidélité, puisque nous sommes à notre deuxième sujet sur les risques climatiques. Le premier avait mis en valeur, je peux dire, le retour d'expérience sur le département du Morbihan. Si vous voulez le revoir, encore une fois, vous pouvez le retrouver en replay sur notre site internet. Vous allez sur ressources et webinars, vous retrouverez ce lien. Et vous retrouverez également le replay de celui-ci qui sera mis en ligne, je pense, à partir de lundi. On l'enverra aussi à la fédération, bien entendu, ça a été convenu avec eux, donc qu'ils disposeront également du replay. Donc, en tout cas, merci à tous pour votre participation et votre présence. Et merci aussi, évidemment, à Xavier, à Henri et à Sylvain pour ce retour de témoignage qui était très concret et je pense que ça pourra aider beaucoup d'adhérents de la fédération pour poursuivre dans cette bonne voie de la prévention. En tout cas, merci à tous.